Salut, c'est Mathieu de Ludovox et nous sommes à Paris et Ludique 2017 avec Geoffrey d'Ankama sur le stand de BlackRock. Salut Geoffrey. Salut Mathieu. Donc tu vas nous présenter un nouveau jeu qui s'appelle Monster Slaughter. Alors, enfin nouveau, on en avait vu le proto à un stade très avancé à Cannes 2016. Et donc là, vous arrivez avec un game design plutôt fini, ça reste un proto, mais il va y avoir un Kickstarter. C'est exactement ça. Donc là, en termes de game design, c'est plus ou moins terminé. Il y aura peut-être quelques petits tweaks sur la fin, mais game design, c'est terminé. Il y a encore un petit peu de travail au niveau des illustrations. On le voit un petit peu, on a un board qui est presque définitif, mais le boulot est presque terminé sur le jeu, quoi. Alors c'est un jeu pour quel public, pour combien de personnes? Alors c'est un jeu qui se joue de 2 à 4. En termes de thème, vu qu'on est sur une thématique assez horreur, on va dire quand même à peu près du 12+. Sinon en termes de mécanique, c'est pas spécialement compliqué, donc on pourrait même jouer à partir d'une dizaine d'années sans problème. C'est quand même pas mal réservé aux fans de films d'horreur en tout cas. Alors c'est quoi le pitch? On parle de thème, on parle de thématique. Effectivement, il y a des monstres. Moi par exemple, j'ai des loups-garous, je vois que tu as des vampires. Il doit y avoir des zombies qui traînent. De quoi ça parle? Alors, grosso modo, en fait, on inverse un peu les codes des films d'horreur classiques. Au lieu d'incarner les survivants, on va incarner donc des familles de monstres qui sont composées de 3 membres à chaque fois, donc le père, la mère et l'enfant. Et le but, ça va être de dézinguer donc, des étudiants. Je peux donner un exemple ici. Hop. Voici un exemple Laika. Donc au début, ils se cachent dans la maison. Le but des monstres, ça va être de les retrouver, de les tuer dans un certain ordre si possible. C'est ce qui fait un peu le sel du jeu. On a vraiment un pronostic à faire. Et à la fin de la nuit, la partie est terminée, on compte les points et celui qui en a le plus forcément gagné. Donc c'est absolument pas coopératif. On est là pour avoir, enfin avec sa famille, buter le plus d'étudiants. C'est exactement ça, c'est pas du tout coopératif, on va plutôt se faire des coups bas, j'ai envie de dire, pour rester... Donc voilà, pas de combat par exemple entre les diverses familles, c'est vraiment le but de chacun, c'est d'aller choper de l'étudiant tout en se faisant des coups bas si possible. Alors comment est-ce qu'on va jouer? Je vois qu'il y a plein de cartes et des dés. Est-ce que c'est du card driven ou plus basé sur des résultats de dés? Alors en fait, un peu des deux. Donc au niveau des dés, on a 2 types de dés, en fait c'est peu de faces. Tu as une face réussite ici et une face échec, donc toutes les actions qui vont se résoudre avec des jets de dés pour les monstres, ce sera avec les dés jaunes. Et on a les mêmes probas en fait pour les humains. Donc lorsque tu décides d'attaquer, par exemple, tu vas faire un jet de dés. L'humain, s'il peut se défendre, on pourra revenir là-dessus après, je pense, s'il peut se défendre, va se défendre avec ses dés à lui en fait. Donc grosso modo, le but en termes de gameplay, ça va être de rentrer dans la maison. Déjà au début, on va vraiment faire venir péter les portes qui vont voler en éclats. Ce qui va avoir pour effet d'effrayer en fait les humains qui vont avoir tendance à se cacher. Donc au tout début de la partie, les humains vont être vraiment cachés dans les divers tas qu'on voit ici, qui sont grosso modo des tas de fouilles et qui correspondent à chaque fois à une pièce de la maison. Donc typiquement, si je suis dans le salon et que je décide de faire une action de fouille, on va regarder la valeur de dés de chaque personnage. Donc, je vais prendre un exemple ici, on devrait voir la carte sur le père des vampires. Donc 2 actions, picto des actions. Il y a pas mal de vent. Et le picto des dés, donc là en l'occurrence, lui, il vient lancer 4 dés. Et donc une fouille, il aurait réussi à prendre 2 cartes. Il fouille dans le salon, donc je prends la salle respective, on le voit ici. Et là en fait, on vient tout simplement prendre le nombre de cartes. Ça va nous permettre de constituer une main. Et c'est là qu'en fait, on aura des actions bonus, des contractions, etc. Et surtout, des armes en fait dont on va pouvoir équiper les humains. Je vais faire un petit peu de place. Hop. Voilà, donc ce type d'arme, par exemple, on va donner une fourche à l'humain. Il va pouvoir se défendre d'un dé et d'un dé bonus à chaque fois contre une couleur. En l'occurrence, ici, ce sera la couleur des golems. Donc c'est comme ça que se décident les combats. Après, tu peux également scruter pour simplement voir une seule carte et te décider ou non d'aller fouiller par la suite. Tu peux aussi effrayer les humains, ça c'est ce qui rend le jeu assez marrant, puisque vu que tu as des pronostics au début, alors je ne sais pas si on le verra comme je fais ça, mais au début chacun a un petit plateau dans lequel il va venir placer en fait des marqueurs d'étudiants. Et donc là typiquement pour le joueur rouge, à son avis ce personnage là va mourir en premier, puis par la suite, etc. Donc pour essayer de faire respecter ces pronostics, si on veut faire fuir quelqu'un, c'est simple, encore une fois on fait un jet de dés et l'étudiant va reculer d'autant de cases qu'il y a de réussite. Là en l'occurrence on serait sur 2 de réussite, par exemple il va fuir dans cette pièce. Dès qu'il se retrouve tout seul, on le remélange, donc on reprend sa carte. Ici par exemple je prends la carte de Cam et on va remélanger en fait le paquet. Ce qui fait qu'on sait qu'il est dans cette pièce là, mais il va falloir faire plus d'actions de fouille en fait pour le récupérer. Alors on a combien d'actions par tour? Parce que tu m'as parlé d'un certain nombre d'actions. Est-ce que chacun des membres agit une fois? Alors je vais prendre toute une famille pour expliquer ça un peu mieux. En fait, selon les rôles, ils n'ont pas le même nombre d'actions. Donc chaque père a le même nombre d'actions, chaque mère également. Donc c'est vraiment 2 actions pour le père, 3 pour le fils et 2 pour la mère également. Donc on voit que
le père a plus de dés pour ses combats, pour les résolutions de dés, et par contre l'enfant a plus d'actions. Donc tu choisis donc, parmi tes actions, donc forcément te déplacer, une case pour une zone, scruter, ce dont je parlais tout à l'heure, regarder une première carte, fouiller également, effrayer, et enfin les combats. Donc de 2 à 3 actions, éventuellement il peut y en avoir plus avec des actions bonus. Par exemple, on a une carte ici qui permet de ne pas reculer suite à un combat perdu, puisque les monstres n'ont pas de points de vie en fait. Ils reculent, ils sont éjectés de la maison, quitte à péter une porte, ils sont éjectés de la maison directement. Ils peuvent revenir si leurs actions ne sont pas finies par contre. Donc ça c'est assez marrant. Également on a des actions complètement farfelues du genre déplacer un cadavre pour le mettre dans une autre pièce, ce genre de choses, ce qui va pas mal intervertir les pronostics de chacun. Et ce qui est assez intéressant également, donc on est sur un jeu au tour par tour bien entendu. Donc chacun va jouer une figurine à son tour. Une fois que tout le monde a fait ça, on avance d'1 heure le cran. Et là on a d'autres cartes, des événements qui vont conditionner chaque tour de jeu. Donc, je prends quelques exemples. Donc là, forcément, les visuels ne sont pas définitifs, je pense que ça se voit. Donc la précipitation, ça enlève un dé au monstre, par exemple. On a la panique, qui va intervertir les résultats des dés des humains. Il y a pas mal de choses assez marrantes. On peut avoir un invité surprise. Donc c'est un invité qui fonctionne un peu comme les étudiants. Donc on vient placer sa figue, donc là en l'occurrence ce sera un petit standy. On vient placer sa figue au milieu et lui c'est plutôt plus ou moins un sac de viande en fait. Il vaut 4 points, donc une fois qu'on l'a tué, on aura maximum 4 points. Et c'est là qu'on peut peut-être parler un peu du système de scoring, je pense, si ça te va. Donc on a un truc qui est assez marrant. Donc, grosso modo, on a les figurines qui sont disposées ici au début. Et en fait, ça, c'est leur jauge de vie commune. Donc sachant que Laika en bleu commence à 6, c'est ici Baraka à 3. Donc si je leur fais 2 blessures, par exemple, je vais prendre Bob qui est ici en jaune. Si je viens blesser Bob de 2 blessures, par exemple, forcément, il va arriver ici. Et je vais prendre 2 steaks. Voilà, un bras, une jambe, peu importe. Par la suite, s'il vient à mourir complètement, là c'est le moment du pronostic. Donc chacun va en fait, il faut savoir bien entendu qu'on joue, chacun à face cachée, et chacun va retourner en fait le pion qui correspond au mec qui est mort. Donc par exemple ici Bob, là il serait mort en 5e. Donc s'il meurt en 5e position et que je l'avais prévu moi-même en 5e, je vais gagner un cerveau. Bien vu, bon pronostic, intelligent, donc 3 points. Si je viens tuer moi-même ma cible prioritaire, c'est ce qui me donne le plus de points. Donc au début en fait on se met une petite cible. Alors là encore une fois c'est du proto, donc ce sera un petit peu plus quali par la fin. Donc si tu viens tuer toi-même ta cible prioritaire, indépendamment du nombre d'étudiants morts, tu le vides de son sang, donc tu chopes son sang qui vaut 5 points. Donc on est sur des scores 30, 40 points, donc il y a quand même pas mal d'actions. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais ça joue entre 45 et 90 minutes quand même. Donc c'est des parties pas très courtes. Et c'est pour 2 à 4 joueurs ? 2 à 4 joueurs, c'est ça. Alors, vous prévoyez de faire un Kickstarter au 4e trimestre, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Octobre, je pense qu'on peut même le dévoiler maintenant. On a sorti justement la semaine dernière un site, donc monster-slaughter.com, où il y aura pas mal d'actu, de teasing, dévoiler des cartes notamment. Et donc voilà, on prévoit une grosse campagne Kickstarter là-dessus pour pouvoir sortir vraiment le jeu qu'on souhaite voir sur table en fait. Pour pas avoir une version tronquée du jeu, c'est vrai qu'on a quand même un plateau qui est en 3D, un gros board extérieur, beaucoup de figurines uniques surtout. Donc c'est vrai que là-dessus c'était un peu presque pensé pour Kickstarter, quoi. Est-ce que du coup tu peux ou ne peux pas dévoiler certains stretch goals? Quelle philosophie vous allez avoir pour le Kickstarter et pour notamment par exemple les boutiques? Comment est-ce que le jeu va avoir une vie en boutique après? Ok. Là, on est encore en train de définir certaines choses, donc je ne peux pas pouvoir tout dévoiler. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des familles de monstres supplémentaires qui seront prévues pour le Kickstarter pour essayer de vraiment avoir une expérience différente à chaque fois, même si le style de jeu fait que c'est vraiment de l'aléatoire. On aura d'autres surprises. Donc, par exemple, je parlais tout à l'heure des invités surprises. On peut imaginer qu'il y ait de nouvelles figurines qui fassent leur apparition. Et puis, d'autres petits secrets qui seront dévoilés par la suite. Ça marche. Et pour la version retail, Sur retail, c'est pareil. On est en train de définir ça. Il faut qu'on voit ça avec nos différents partenaires de distribution aussi. C'est ce qui est un peu le plus compliqué. Donc ça, pareil, je ne peux pas trop t'en donner pour l'instant. Eh ben, écoute, merci Geoffrey. Je crois que tu as répondu à peu près à toutes mes questions. Donc évidemment, tout le matériel qui est présenté ici est prototypal et on attend Monster Slaughter donc pour le Kickstarter en octobre. Allez, on se dit à bientôt sur Ludovox. Ciao!